Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 28 mars. Première question à l'Assemblée nationale, aux nouveaux membres du gouvernement Jospin. Le Premier ministre promet d'amplifier le mouvement des réformes. La proposition du député de démocratie libérale Jean-François Mattei pour clarifier les règles de l'adoption d'enfants étrangers par des parents français, votée à l'unanimité en première lecture par les députés. Pourquoi le colonel de gendarmerie Jean-Michel Méchain est-il en prison à la santé, accusé de divulgation de documents confidentiels concernant la situation au Kosovo? Les motifs de son incarcération sont étranges. Dernière révélation sur les domiciles et activités d'Alfred Sirvin aux Philippines avec l'enquête de notre envoyé spécial. Le patineur français Stéphane Bernadis, sérieusement blessé d'un coup de cutter par un agresseur à son hôtel. Stéphane Bernadis et Sarah Abitbol doivent disputer l'épreuve par couple demain soir au championnat du monde à Nice. De l'opéra au Châtelet à Paris avec Mithridate de Mozart, une œuvre composée à 14 ans, la mise en scène est de Jean-Pierre Vincent. Un premier test, un premier oral pour le gouvernement remanié de Lionel Jospin à l'Assemblée nationale cet après-midi pour les questions d'actualité. Le Premier ministre a fait une précision sémantique. Il ne s'agit pas d'un changement de gouvernement, mais d'un changement dans le gouvernement. Toujours est-il que l'on observait les vieux nouveaux et les jeunes nouveaux avec beaucoup d'attention. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Philippe Boissery et André Issora. Le rituel reste immuable, même après remaniement. Raymond Forny présidait l'Assemblée aujourd'hui. Il est socialiste et probable successeur de Laurent Fabius. En guise d'adieu, le nouveau numéro 2 du gouvernement s'est contenté d'un tour dans les couloirs. Dans l'hémicycle, autre rituel tout aussi immuable, les questions. Mais on scrute le banc des ministres. Pour les nouveaux, c'est le moment des petits mots. Lionel Jospin, lui, doit parler, réexpliquer le remaniement d'hier et promettre à nouveau des réformes. C'est sur cette ambition réformatrice que les Françaises et les Français nous ont fait confiance aux dernières élections législatives. C'est pourquoi nous poursuivrons la politique de réforme. Mais la droite insiste, chahute les nouveaux ministres comme Jack Lang. Alors Lionel Jospin prend leur défense. Je vois bien en quoi l'arrivée à des postes importants de personnalités compétentes et affirmées vous préoccupe et vous agace, car dans votre fort intérieur, je sais que vous jugez ce gouvernement peut-être plus fort et plus compact aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Derrière les micros et les caméras après la séance, on juge la première prestation du gouvernement Jospin II. Sans surprise, l'opposition attaque à nouveau sur le retour des mitterrandistes. On les a tous vus, il manque juste Roland Dumas. C'est tout. Le gouvernement qui hésitait probablement il y a quelques mois entre les réformes et les élections a choisi définitivement les élections et pas les réformes. Pour les socialistes, il n'y a pas eu changement de gouvernement, mais changement dans le gouvernement. Une adaptation en somme. Demain, l'Assemblée élira son président. La majorité compte retrouver au plus vite toutes ses habitudes. Outre cette séance au Palais Bourbon, les impétrants gouvernementaux participaient aux petites cérémonies plus ou moins solennelles de la passation des pouvoirs. La plus suivie d'entre elles fut évidemment au ministère des Finances à Bercy, celle de Laurent Fabius, saluée par son prédécesseur Christian Sauter d'un bon vent, très amical et très ému. Reportage Jean-Paul Chapelle, Blaise Grenier. Le nouvel homme fort de l'équipe Jospin ne cachait pas son plaisir de revenir en première ligne. D'emblée, Laurent Fabius a affiché sa volonté de poursuivre les réformes, y compris celle qui a coûté son poste à Christian Sauter. Oui, à coup sûr, l'État doit savoir se réformer lui-même. Et on comprend bien qu'à l'intérieur de l'État, cette administration puissante doit savoir aussi montrer l'exemple. 5 mois après le départ de Dominique Strauss-Kahn, Bercy retrouve aujourd'hui un poids lourd de la politique dont chaque geste sera attentivement disséqué. Est-ce que cet accueil médiatique vous trouvez trop tonitruant Laurent Fabius est désormais à pied d'œuvre pour appliquer les baisses d'impôts qu'il recommandait depuis le perchoir de l'Assemblée nationale. La réforme de l'impôt sur le revenu reste aujourd'hui une de ses priorités.
Même genre de salutations et d'embrassades au ministère de la fonction publique où Michel Sapin prenait la place d'Émile Tsoukarelli. À noter que cet après-midi, plusieurs milliers de retraités de la SNCF manifestaient à Paris pour réclamer une revalorisation de leur pension. Et puis au ministère de la Culture où Catherine Trautmann passait amicalement le relais à Catherine Tasca. L'un des nouveaux ministres, le Vert, l'écologiste Guy Asquette, était très suivi. Secrétaire d'État à l'économie solidaire, il a déjà eu l'occasion de répondre à une question d'actualité cet après-midi pour préciser les secteurs de sa nouvelle charge. Et tout naturellement, Guy Asquette a évoqué sa région du Nord, où les expériences d'économie solidaire, justement, sont déjà bien développées. Ainsi, à Roubaix, depuis 2 ans, une caisse venant en aide aux projets de création d'entreprises supplée au traditionnel circuit bancaire. Des investisseurs, des privés, des syndicats, des mutuelles permettent ainsi des créations d'emplois artisanaux. Reportage à Lille et Marquette de Marianne Masse et Patrick Verstorm. Allez messieurs, au boulot. Et du travail, la société n'en manque pas. Spécialisée dans l'entreposage de marchandises pour des grandes enseignes de la région, elle vient de fêter sa première année et son premier chiffre d'affaires, 4,2 millions. Pourtant, elle a bien failli ne pas voir le jour. Pour mettre en route la société, il nous manquait cet apport-là, 250 000 francs. On avait épuisé tous les recours. Même scénario pour Fatia. Son projet de magasin d'artisanat marocain sous le bras, elle a démarché les banques pour trouver 50 000 francs, le parcours du combattant. On m'a fait clairement comprendre qu'il ne fallait pas non plus trop espérer, parce que en tant que jeune créateur, en tant que jeune aussi issu des immigrations, on n'aurait pas forcément la chance d'obtenir ces prêts. La chance, tous deux l'ont trouvé ici, la Caisse solidaire, un système unique en France qui fait des crédits à ceux qui ne peuvent pas y prétendre ailleurs. L'argent, il vient d'institutionnels ou de particuliers qui prêtent sans intérêt. La Caisse a collecté 23 millions de francs en 2 ans. Avec ces 23 millions de francs, on a aidé un peu plus de 200 projets qui ne trouvaient pas de crédit auprès des banques classiques. Et ces 200 projets, en 2 ans, ont créé 430 emplois. Je vous dirais franchement que si vous nous aidez, ça sera certainement un bon ballon d'oxygène. Petites industries, commerces de proximité, tous les projets aidés par la Caisse sont parrainés par un réseau d'aide à la création d'entreprises. Pour Fatia, c'était plus sécurisant. On n'est pas seul dans la jungle, on est entouré. Au moindre problème, on sait qui contacter. Et je crois que c'est important parce que si aujourd'hui il y a beaucoup de sociétés qui connaissent des problèmes, c'est parce qu'elles sont un peu isolées. L'économie solidaire, ça peut être l'équation suivante, épargne égale investissement sur les hommes. Il y aura très peu de témoins demain lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Éducation. Claude Allègre se fera discret. On l'a entrevu aujourd'hui dans la cour de son ministère, même si déjà Jack Lang est venu en des lieux qu'il connaît bien. Mais le changement se fera hors des regards médiatiques. Jack Lang, lui, est très attendu par le corps enseignant. Certes, la mobilisation semble faiblir et il n'était qu'un millier à Toulouse, 2000 à Marseille et à Paris à défiler cet après-midi contre les réformes voulues par Claude Allègre. D'ailleurs, ils se qualifiaient eux-mêmes à Paris d'irréductibles. Jack Lang ayant obtenu un ministère, eh bien, il a renoncé à la mairie de Paris, il a même apporté son soutien à son adversaire socialiste Bertrand Delanoë, mais du coup, le combat pour les municipales dans la capitale est modifié, y compris à droite. Enquête Jeff Wittenberg avec Emmanuel Beck. Pour ces élus socialistes de Paris, déception est un mot un peu faible. Mais le combat continue. Pendant plusieurs semaines, ils ont consacré leur temps et leur énergie à la candidature de Jack Lang. Depuis hier, tout est fini. Adieu Jack, bonne chance. Pas plus eux que la garde rapprochée du nouveau ministre n'était dans la confidence. Nous l'avons tous appris lundi lors de la séance du Conseil de Paris, peut-être un quart d'heure avant que le gouvernement ne soit officiellement constitué. J'ai surtout fondamentalement le sentiment d'avoir été, un peu floué dans cette affaire, avec beaucoup d'autres. En fait, tout s'est sans doute joué ce soir-là, lors du débat face aux militants socialistes. Jack Lang, qui a semblé moins à l'aise que Bertrand Delanoë, a peut-être perdu ses chances d'être désigné candidat. Au contraire, j'étais en très bonne situation, mais une tâche d'intérêt national m'a été confiée par le Premier ministre. Une chose est sûre, ce retrait change tout pour la succession de Jean Tibéri à l'Hôtel de Ville. Et on ne perd pas de temps. Aujourd'hui même, Édouard Balladur annonce qu'il n'exclut pas d'être candidat. Philippe Séguin, lui, reste silencieux. Il est vrai qu'on l'imaginait plutôt dans un duel face à Jack Lang. La nouvelle donne favorise un autre style de candidature. Depuis 24 heures, Françoise de Panafieux affirme qu'elle est submergée de coups de téléphone.
C'est vrai que ça recentre les choses autour de Paris et des Parisiens, c'est certain. Cette candidature de Delanoë change la donne puisqu'elle recentre le débat et c'est finalement un souhait qu'on ressent aussi dans la population. Ce soir en tout cas, Jack Lang va s'expliquer face aux militants. Sa campagne prévoyait une étape dans ce bar branché du 11e arrondissement. Il n'est pas sûr qu'on y lève le verre de l'amitié. Le remaniement du gouvernement n'a pas altéré l'agenda des débats parlementaires et le projet de loi sur la chasse a bien été défendu par Dominique Voynet dès la fin de cet après-midi. Un projet plus ou moins satisfaisant pour tous les protagonistes, a reconnu volontiers Dominique Voynet, puisqu'il s'agit d'un compromis entre chasseurs et ceux qui ne chassent pas. Les critiques sont émises des deux côtés, même si certains essaient de concilier écologie et passion cynégétique. C'est le cas des membres de l'Association nationale pour la chasse écologique et rurale, l'ANSER. Philippe Boisserie et Nadine Picard les ont accompagnés à Cambo-les-Bains, en Pays Basque. Comme tous les dimanches matins, ils se donnent rendez-vous sur une placette de Cambo-les-Bains. On se raconte les dernières histoires, on blague un peu et on établit un plan de bataille. On y va tous voilà. C'est le mieux. Et c'est ainsi toute l'année que la chasse soit ouverte ou pas. Quand la fermeture a sonné, on change simplement d'arme, car s'ils sont chasseurs, ils se veulent aussi écologistes. Si la nature n'est pas en bon état, les espèces vont disparaître, ou tout au moins elles ne vont pas prospérer. Par conséquent, être chasseur, c'est aussi s'occuper du milieu. Ça serait même avant tout s'occuper du milieu. Parce que moi je dis, oui. Ouais. Il y a du hou, il y a un peu de rivière, châtaignier, un peu de tout. Sur plus de 2 hectares, ils ont choisi de reboiser. La pression de la ville et de l'agriculture menace la forêt, mais aussi leurs intérêts de chasseurs. Pour le lièvre, c'est déjà intéressant parce qu'il a quand même des petits endroits pour se cacher déjà. Et puis bon, ça va devenir intéressant une dizaine d'années. Pas question pour eux de crier « touche pas à la chasse », ce qu'ils veulent, une vraie loi. Une loi est nécessaire. On ne peut pas continuer comme ces dernières années où on ne savait jamais à l'ouverture que serait la fermeture, à quelle date elle interviendrait, qu'est-ce qu'on pourrait chasser ou ne pas chasser. Il n'est pas possible de continuer dans cette situation. Je vais ouvrir quand même le conseil d'administration. Pour autant, le projet de loi est bien loin de les satisfaire. Samedi dernier, ce fut le gros des débats du conseil d'administration de l'ANSER. Ils ont même continué à l'heure du déjeuner, sans concession. Tout était vraiment réuni là pour qu'il y ait une grande loi, vraiment une loi qui toilette tout. Résultat des courses, zéro. Pour des comptes versement électoraliste, comme je le disais. La crainte d'une surenchère d'amendements par les plus extrémistes des deux camps les inquiète, tout comme le statut et le financement des fédérations de chasse qu'ils estiment aujourd'hui sous la coupe du CPNT de Jean Saint-Josse, le poids lourd de la chasse en politique. Et on voulait simplement ça, un homme, une voix, que chacun puisse s'exprimer et que au niveau des financements. C'est aussi simple que ça. Vous seriez député, vous la voteriez cette loi? Ah non, ça certainement, je ne sais pas, mais non, je pense pas. Bref, même avec des chasseurs revendiquant une étiquette écologiste, le consensus est difficile à trouver. Plus que jamais, Dominique Voynet s'avance à découvert. Outre la chasse, les députés se sont intéressés à une proposition de loi du député de démocratie libérale Jean-François Mattei. En fait, ils ont adopté à l'unanimité ce que propose M. Mattei. Il s'agit de clarifier les règles de l'adoption d'enfants étrangers par des parents français. Explication Elsa Margou. Après les Américains, ce sont les Français qui adoptent le plus d'enfants étrangers. En 20 ans, le nombre d'adoptions est passé de 1000 à 3500 par an. Sur ces 3500 enfants, 900 sont originaires de pays signataires de la Convention de la Haye sur l'adoption internationale. Mais une majorité, 2600, vient de pays non signataires comme le Vietnam. Or, régulièrement, les tribunaux français refusaient de reconnaître l'adoption des enfants venant de ces pays non signataires. La proposition de loi adoptée aujourd'hui vise donc à simplifier les procédures. Désormais, les adoptions prononcées légalement à l'étranger seront valables aussi en France. Les tribunaux français garderont un pouvoir de contrôle pour toute adoption prononcée en France. Ils exigeront le consentement des parents biologiques. Ces mesures devraient permettre aux parents adoptifs d'éviter les casse-têtes juridiques et aux enfants adoptés à l'étranger d'avoir un statut plus clair. Alors développons ce que vient d'expliquer Elsa Margou. Cette loi du député Jean-François Mattei est donc la mise en œuvre de la Convention de la Haye, une convention qui avait été signée en mai 1993, qui visait à moraliser l'adoption internationale. Mais les familles qui ont adopté des enfants de pays n'ayant pas ratifié cette convention connaissent des difficultés. Exemple, Laetitia Legendre et Christian Gallet rapportent ainsi le cas d'une famille dans la banlieue de Strasbourg, c'est à Plopsheim, une famille qui a adopté 2 enfants guatémaltais. Mais l'un d'eux ne peut bénéficier de la nationalité française. Un rêve d'enfant. C'est ce qui a conduit un couple de Strasbourg à ouvrir son foyer à des enfants étrangers. Déjà parents d'un garçon et d'une fille, ils décident il y a quelques années d'élargir le cercle familial et se tournent vers le Guatemala. Le fait qu'ils soient de nous ou pas, c'est pas ça qui joue. Je veux dire, je pense on a fait 2 enfants,
Donc donner une chance équivalente à 2 enfants aussi, c'est... Pour nous, ça joue pas, ça nous enlève rien, et puis eux, ça leur apporte quelque chose. L'adoption de leur premier garçon au Guatemala il y a 6 ans ne pose aucun problème. Un simple courrier et l'affaire est réglée. 4 ans après, pourquoi ne pas recommencer? Même pays, même procédure, ils ramènent le petit Émilien, mais cette fois-là, refus du parquet de Strasbourg. Le Guatemala n'a pas ratifié la convention de La Haye, il ne possède pas les mêmes réglementations que la France. Dans notre famille, il y aurait 2 catégories d'enfants. Les enfants biologiques et l'enfant adopté plénièrement qui ont tous les droits, les mêmes droits, et donc un enfant adopté simplement qui n'aurait pas la nationalité, ne ferait pas vraiment à 100% partie de notre famille. Au regard de la loi, les 2 enfants n'ont donc pas le même statut. Émilien ne peut même pas porter le nom de ses nouveaux parents, ni figurer sur leur livret de famille. Mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Pour toutes ces familles, la proposition de loi Mattei permettrait d'éviter des interprétations contradictoires de la même loi d'un tribunal à l'autre. Il n'y aura plus de disparité suivant qu'on habite dans un département ou dans un autre. C'est ce qui sera inscrit dans la loi Mattei qui va pouvoir s'appliquer pour tous les enfants originaires de tous les pays. En tout cas, Martine et Pascal Chor ont fait appel. Ils se battront jusqu'au bout pour que la place du petit dernier dans leur famille soit officiellement reconnue. 2 nouveaux cas mortels de méningite viennent d'être recensés en France. Un enfant de 2 ans dans le Rhône et un garçon de 10 ans en Gironde. Dans les 2 cas, il s'agit d'une méningite de type C. C'est une affaire étrange. Un colonel de gendarmerie, Jean-Michel Méchin, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels se rapportant à la situation au Kosovo à la presse, a été écroué à la prison de la Santé. L'officier nie les faits et son avocat parle d'une décision inique. De plus, les conditions de son arrestation laissent à penser qu'il y a quelques différends entre les services de la défense. Enquête Jérôme Bonny avec Patricia Coste et Patrick Desmully. En août dernier, l'administrateur de l'ONU au Kosovo, Bernard Kouchner, inaugure le tribunal de Mitrovica. À ses côtés, le lieutenant-colonel Méchin, que Kouchner voudrait prendre comme conseiller spécial anti-mafia. Mais sa hiérarchie va bientôt le faire rentrer à Paris. On l'accuse d'avoir livré au magazine Le Point et au Canard enchaîné des documents classés confidentiels défense faisant état de l'exaspération d'officiers supérieurs français qui reprochent à l'administrateur d'être anti-serbe. Depuis lors, à Paris, la DPSD, l'ex-sécurité militaire, ne lâche pas le lieutenant-colonel d'une semelle. Le 20 mars dernier, ici même, une altercation éclate entre lui et ceux qui le filent. Il était tard, je sais pas quelle heure il était. Mais... 23 h. Ouais, pas loin. Et qu'est-ce que vous avez entendu exactement à ce moment-là? Quelqu'un qui criait au secours. C'est tout. Choqué, Jean-Michel Méchin annonce qu'il va demander la levée de son obligation de réserve, mais le 24 mars, il est placé en garde à vue à la DST, le contre-espionnage, puis écroué hier à la Santé. Son avocat estime que la détention préventive n'était pas nécessaire. Les états de service plaident très favorablement pour le colonel Méchin. Alors on est obligé de s'interroger. On est obligé de dire que c'est le contexte et par conséquent des éléments extrajudiciaires qui seuls peuvent expliquer cette décision scandaleuse. Alors coupable ou bouc émissaire, ses défenseurs estiment que le lieutenant-colonel Méchin fait les frais d'une querelle entre justice et gendarmerie. Le ministère des Affaires étrangères vient de confirmer qu'il avait transmis à la justice des Philippines un mandat d'arrêt et 3 commissions rogatoires à l'encontre d'Alfred Sirvin, l'ex-numéro 2 du groupe L. Celui-ci est en fuite depuis 1997 et les dernières traces de ses derniers domiciles ou activités connues se trouvent bien aux Philippines. Notre envoyé spécial Michel Fine en revient avec de nouveaux témoignages. Sa tête me dit quelque chose, hein, vraiment. Hein. Plus il regarde la photo, et plus il en est sûr, il a déjà vu cet homme. Il pense qu'Alfred Sirven a séjourné dans son hôtel il y a environ 1 an. C'est possible qu'il soit venu. Hein. C'est possible qu'en fait il soit venu avec un autre Français, je pense. Et je pense qu'ils étaient avec des Philippins également, des Philippines en tout cas. Hein. Les ordinateurs de l'hôtel n'ont pas gardé de traces du passage d'Alfred Sirven. C'est donc sous un faux nom qu'il serait venu ici. Nous sommes à 1h30 de vol de Manille. Un hôtel de luxe, un paradis pour millionnaires, à l'extrême sud de l'archipel des Philippines. À 15 minutes de là, en bateau, l'île de Mindanao. Les Philippins l'appellent la terre promise. Ici aussi, quelqu'un se souvient très bien de l'homme de la photo. Il s'appelle Roméo. Il est chauffeur de taxi.
Vous êtes sûr que c'est lui? Oui, j'en suis sûr. À quoi il ressemblait? Il était plutôt gros et pas très grand. Roméo affirme avoir transporté l'homme dont nous lui avons montré la photo à 4 reprises. Il l'aurait emmené au casino, dans plusieurs hôtels de luxe, mais aussi dans cette église. Il l'aurait déposé la dernière fois devant ce centre commercial, à la fin de janvier 2000, c'était il y a à peine 2 mois. Que faisait Alfred Sirven sur l'île de Mindanao? Selon les policiers du Bureau national d'investigation, il serait venu avec sa compagne, Vilma Medina, pour acheter une ferme d'élevage de crevettes. Si l'information est vraie, personne n'a encore réussi à localiser la propriété. Les Philippines sont un archipel de 7000 îles identiques à celle-ci, de la plus petite à la plus grande. 2 solutions. Ou Alfred Sirven se cache ici, quelque part dans le pays, ou alors il a déjà quitté le territoire le plus discrètement du monde, à bord d'un bateau privé ou d'un avion. Hier soir à Ajaccio, un engin explosif a été lancé sous un camion de CRS. Il s'agit de la 2e agression de ce genre en 3 jours. Peu de dégâts et heureusement pas de blessures. Près de 4 mois après le naufrage du pétrolier Erika au large du Sud Finistère, un rapport au Conseil économique et social relève de nombreuses défaillances dans la lutte contre la marée noire. Le rapporteur, M. Michel Muller, estime que si certaines dispositions ont bien été prises depuis la catastrophe de la Moco-Cadiz en 1978, en fait on a construit une très belle digue en papier. Il est ainsi question d'un manque de coordination des moyens de lutte. Explication Louis Carzou avec les réactions sur le littoral atlantique à ce rapport, réactions recueillies par Jacques Deveau et Raymond Chaplard. Un naufrage peut-il en cacher un autre? Si l'on parle de politique de la mer, le Conseil économique et social répond oui. Car dans son rapport consacré à la gestion de la catastrophe de l'Erika, rendu public aujourd'hui, le Conseil dénonce l'improvisation et l'insuffisance des moyens mis en œuvre par l'État à chaque stade de l'opération, en des termes d'autant plus véhéments que ce rapport n'est pas le premier. Nous avons déjà fait en 1978, après la catastrophe de la Moco-Cadiz, un rapport de ce type qui est d'une étonnante actualité. Ce qui nous conduit à dire on ne va pas attendre une nouvelle catastrophe pour prendre de véritables mesures. 40 km de barrages flottants pour plus de 5000 km de côte, des lieux de stockage pour les hydrocarbures qui n'existent que sur le papier, pas de matériel ni de structure d'accueil pour les bénévoles. Le portrait dressé des plans Polmar tient de la charge, autant de critiques largement partagées par les élus locaux. On n'a pas moins de 8 intervenants actuellement dans le domaine maritime, en passant de la Marine nationale aux affaires maritimes, au service maritime de navigation, aux douanes, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, à la SNSM, aux phares et balises. Donc je crois que si on pouvait concentrer ces 8 administrations différentes sur un seul corps de sécurité maritime, on gagnerait en efficacité. Ce rapport devrait renforcer la détermination française au niveau européen, la détermination ou bien l'isolement, car pour l'instant Jean-Claude Guessot est le seul à vouloir l'interdiction des bateaux à simple coque d'ici 8 ans. D'une façon générale, les dangers des transports pétroliers se sont réduits depuis plusieurs années. Et si l'activité maritime a crû de 60% en 30 ans, la pollution s'est réduite d'autant. Il reste le problème du déballastage, c'est-à-dire cette pratique sauvage, illicite de certains bateaux rinçant leurs cuves dans la mer en y laissant des traces impressionnantes d'hydrocarbures. Mais comment les prendre sur le fait? Dans le reportage d'Éric Lemasson et Laurent Chemla, au large des côtes bretonnes, on constate toute la difficulté de la tâche. Quelques minutes de survol suffisent pour se rendre compte que le fameux rail d'Ouessant est effectivement une autoroute maritime. Des dizaines de bâtiments, notamment des pétroliers, montent vers le nord les uns derrière les autres et croisent des dizaines d'autres navires à contresens. La menace de pollution est quotidienne, comme le montrent ces constatations des douanes ces 3 dernières années. Chaque point de la carte symbolise une nappe d'hydrocarbures issue d'un déballastage sauvage. Il s'agit donc d'une surveillance de pollution sur le rail de navigation. Nous sommes ici au PC souterrain de la base aéronavale de Lambiwe chargé de la surveillance côtière. Certains jours, le briefing des pilotes est largement consacré à cette traque au dégazage illégal près des côtes. Les 6 membres d'équipage d'un avion de reconnaissance ont ce jour-là pour mission de faire des zigzags dissuasifs dans le rail d'Ouessant. Il s'agit de s'approcher au plus près de chacun des navires repérés par le radar de bord et de surprendre d'éventuels fautifs. On essaie de remonter la trace d'hydrocarbures jusqu'à la poupe du bateau. Comme ça, on fait une photo qui prouve que l'hydrocarbure provient bien du bateau et le chef de bord fait un procès verbal.
3 heures de vol, 39 navires survolés dont 4 pétroliers et aucune nappe suspecte repérée. C'est logique, les capitaines qui cherchent à vidanger illégalement leurs eaux de ballast polluées ne sont pas idiots, ils opèrent le plus souvent la nuit. Le mois dernier, une opération coup de poing a cependant produit 3 flagrants délits dont voici les preuves photographiques. Elles paraissent accablantes, mais il n'est pas certain qu'elles suffiront devant les tribunaux. La photo en elle-même ne suffit pas. Il est parfois nécessaire de la coupler avec un prélèvement qui est effectué à ce moment-là par un navire, de manière à déterminer l'ancienneté de la nappe observée. En dépit de ces coûteux efforts, les pollueurs des mers ont donc encore de beaux jours devant eux, d'autant que rien ne les oblige à utiliser les installations de déballastage propres dont la plupart des raffineries européennes sont pourvues. Ici à Donges, ce système de retraitement des eaux sales demeure quasiment inutilisé. C'est un traitement qui est simple, c'est un traitement qui est peu coûteux puisqu'il doit représenter en moyenne pour la raffinerie de Donges moins de 3 000 francs par escale pour un bateau sur un coût d'escale qui coûte plusieurs dizaines de milliers de francs. Le déballastage propre ne coûte quasiment rien, mais il est tellement plus simple de vidanger discrètement en mer. En 1998, les eaux territoriales françaises ont subi 179 pollutions par hydrocarbures. Dans les montagnes du Couserans, dans l'Ariège, des recherches sont en cours pour tenter de retrouver un couple de randonneurs. Ceux-ci sont partis samedi matin sur un trajet de chemin des Crêpes, c'est à la frontière espagnole, dans les Pyrénées. L'alerte a été donnée dimanche soir et l'on est toujours sans nouvelles ce soir. En Autriche, au sud-ouest de Salzbourg, à Kitzenhorn, une avalanche a emporté un groupe de skieurs. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 11 ou 12 morts et d'une personne légèrement blessée après cette avalanche, donc au sud-ouest de Salzbourg, en Autriche. Du neuf sur la place boursière de Paris, il s'agit de se mettre dans le bain de la nouvelle économie, c'est-à-dire de ces entreprises spécialisées dans les secteurs de l'informatique, de l'Internet ou encore des télécommunications. Il y a de nouveaux indices, donc, réunissant ces valeurs très prisées actuellement. Elles sont même à l'origine de la belle santé des cotations boursières. Explication David Boéry et Karl Constable. La nouvelle économie, c'est un peu comme un nouveau-né. On ne comprend pas toujours ses accès de fièvre. Il fallait donc créer un thermomètre, un indice. C'est désormais chose faite à la Bourse de Paris avec l'ITCAC. Il sera calculé 2 fois par jour à 11h40 et 17h35. Il prend en compte toutes les entreprises liées aux nouvelles technologies, l'informatique, les télécommunications ou encore les médias. Vous ne connaissez pas toutes ces valeurs et pourtant aujourd'hui, ce sont les plus dynamiques du marché. Depuis 6 mois, comme vous pouvez constater sur l'écran, les valeurs technologiques à la Bourse de Paris ont doublé ou parfois triplé, si ce n'est pas plus. D'où l'intérêt des investisseurs pour ce compartiment et la nécessité de suivre de près le comportement de ces valeurs. Dans les salles de marché, ce nouvel instrument était donc attendu avec impatience. Des professionnels aux petits actionnaires, tous les investisseurs auront désormais un point de repère plus fiable. Ils pourront évaluer les performances parfois extravagantes de ces nouvelles entreprises. Certes, les poussées de fièvre et les baisses de tension seront toujours possibles chez notre nouveau-né, mais ce thermomètre permettra au moins de les voir venir. Et ces valeurs technologiques ont dopé la bourse aujourd'hui à Paris, une bourse qui a terminé sur un gain de 1,14% à 6 524 points. L'actualité des championnats du monde de patinage artistique perturbée. En effet, le patineur français Stéphane Bernadis, qui doit disputer demain soir avec Sarah Abitbol l'épreuve par couple, a été victime d'une agression. À son hôtel, un homme lui a porté un coup de cutter au bras. La blessure n'est heureusement pas grave, mais le patineur est choqué. Reportage à Nice, Nathanaël de Rinxin et Philippe Deslandes. Panique à l'hôtel des patineurs. Les pompiers se pressent. Le service d'ordre bloque l'accès aux étages. Stéphane Bernadis, candidat au titre mondial dans la catégorie couple, vient d'être agressé dans sa chambre par un inconnu qui a pris la fuite. Une personne non identifiée est rentrée dans la chambre de Stéphane Bernadis et pour un mobile qui n'est pas évident à première vue, lui a donné un coup de rasoir et il a été particulièrement choqué. La blessure superficielle a tout de même nécessité la pose de 4 points de suture. Sarah Abitbol, la partenaire de Stéphane sur la glace, est apparue extrêmement choquée elle aussi. Je pense pas que ça soit trop important, c'est plus il a été secoué quoi. C'est un truc qui bon quand ça arrive on se retrouve. Hier matin à l'entraînement, Stéphane Bernadis, ici en noir, était suivi comme son ombre par un garde du corps.
Mais le Français a choisi de se passer de cette protection. Cet après-midi, il n'y avait plus personne devant la porte de sa chambre. Les patineurs français étaient menacés? Vous avez reçu des menaces? Non, c'était la saison dernière et cette année, c'était plus une mesure de précaution que nous avions prise. Stéphane Bernadis ira s'entraîner vers 22 h avec Sarah Abitbol, comme prévu. Le couple français, toujours en course pour une médaille, saura ce soir s'il est en mesure de poursuivre la compétition. Et puis côté sportif, pour ces championnats du monde de patinage artistique à Nice, après les danses imposées, les Français Marina Anissina et Gwendal Pesera sont en tête du classement. L'acte de contrition du footballeur Nicolas Anelka à Madrid, l'attaquant a demandé publiquement pardon dans une conférence de presse, pardon à ses coéquipiers, pardon aux supporters madrilènes pour avoir refusé de s'entraîner pendant 3 jours consécutifs. Le joueur avait été, je vous le rappelle, suspendu de salaire pendant 45 jours, soit 360 000 € de pénalité, environ 2 400 000 francs. Pour autant, Nicolas Anelka ne fait pas partie de la sélection française qui affrontera demain soir l'Écosse en match amical à Glasgow. Les Bleus, champions du monde, se présenteront dans une formation assez nouvelle en raison de multiples défections dues à des blessures. Reportage de nos envoyés spéciaux Florent Gautreau et André Germain. La solitude du gardien de but n'est plus qu'elle était. À Roissy, Ulrich Ramé était le plus entouré, un marquage serré auquel le gardien bordelais n'est pas habitué. Mais Barthez, l'incontournable titulaire, vient de déclarer forfait comme Candela et Zidane, eux aussi blessés. 4 joueurs dont Trezeguet ont été rappelés en dernière minute pour le voyage en Écosse. Les champions du monde en déplacement, presque blasés comme des pop stars en tournée, habitués au crépitement des flashs, mais perturbés par ces blessures récurrentes. 9 points de suture pour l'arcade de Dugarry qui pourrait être ménagé, une douleur lancinante au genou pour Deschamps et le docteur Ferré pendu à son téléphone pour prendre des nouvelles de Zidane. Comme leurs collègues rugbymen, les footballeurs sont touchés dans leur chair, inquiétant à 2 mois de l'Euro. La blessure, on vit avec elle en permanence, hein. C'est comme une épée Damoclès au-dessus de la tête, donc on ne sait jamais quand est-ce qu'elle interviendra. Mais je crois que justement, il ne faut pas laisser la place au hasard, il faut se préparer du mieux possible pour justement éviter et retarder l'échéance au maximum. Donc avec les calendriers que l'on a et avec la cadence des matchs, on doit absolument être conscient de l'hygiène que l'on doit avoir. Souvent critiqué pour son conservatisme, Roger Lemaire va donc innover par obligation. Pour Ramé, Julie ou Djetou, c'est l'occasion de se montrer. Pour Trezeguet et Henry, c'est le moment ou jamais de confirmer. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir à Hampden Park où des poteaux ronds ont remplacé les poteaux carrés qui avaient renvoyé les tirs stéphanois un soir de mai 76 en finale de Coupe d'Europe. Au théâtre du Châtelet à Paris, et avec plusieurs représentations jusqu'au 8 avril, le metteur en scène Jean-Pierre Vincent et le chef d'orchestre Christophe Rousset proposent un opéra de Mozart, Mithridate. C'est une œuvre composée par Mozart à 14 ans. L'ouvrage dure 3 heures et le public est très enthousiaste. Présentation de Michel Monpontet et Michel Levasseur de cet opéra né dans l'esprit d'un grand enfant génial. Pour ceux qui ne le savent pas encore ou ceux qui l'ont déjà oublié, avoir 14 ans, c'est à peu près ça. Que Mozart ait eu 14 ans il y a 230 ans ne change rien à l'affaire. À 14 ans, on passe devant les chefs-d'œuvre sans s'arrêter de jouer. Et l'on fait toujours ses devoirs au dernier moment. Et Mozart a bien eu 14 ans comme tout le monde. Mais lui, dans sa tête, entendait ça. Et vous, sinon, vous faisiez quoi à 14 ans? Je jouais dans ma cour d'école, tout simplement. J'étais en musique. Qu'est-ce que je faisais? J'avais ma 2e année de clavecin. J'étais encore un tout petit et j'étais certainement pas digne de composer quoi que ce soit ou même simplement l'idée de devoir composer quelque chose n'était pas du tout en moi. Et Jean-Paul Chambaz, le peintre, auteur de ces décors, il faisait quoi lui à 14 ans? Ah là, quand j'avais 14 ans, je jouais au taureau. Je suis le Victor Sac, ne perdons pas de vue. Je jouais au taureau, j'écoutais très peu de l'opéra, plutôt de la pop musique à ce moment-là. Sauf que la pop musique à cette époque-là s'appelle l'opéra seria à l'italienne. C'est là qu'on voit vraiment, dit-on, la différence entre un petit prodige bien peigné et un vrai génie. Durant 5 mois, avec la merveilleuse santé de son âge, il écrit ça. Mais si le solfège va, question femme, Mozart se retrouve plutôt dépourvu. Les divas qui défilent chez lui veulent toutes un peu plus de musique pour briller. Et quand l'une veut ça,
L'autre, du gamin, exige ça. Mais au milieu des jalousies, Mozart laissa éclore sur la partition comme un rire de son âge. Pour tous les âges, Mithridate de Mozart, c'est au Châtelet, à Paris. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 3 actualités que nous avons développées. Les premières questions à l'Assemblée nationale au nouveau membre du gouvernement Jospin. Le Premier ministre promet d'amplifier le mouvement des réformes. La proposition du député démocratie libérale Jean-François Mattei pour clarifier les règles de l'adoption d'enfants étrangers par des parents français. Proposition votée à l'unanimité par les députés en première lecture. Et puis, pourquoi le colonel de gendarmerie Jean-Michel Méchin est-il en prison à la santé, accusé de divulgation de documents confidentiels concernant la situation au Kosovo? Les motifs de son incarcération restent étranges. La météo dans quelques secondes avec Sophie Davant, et puis le dernier journal de la rédaction qui vous sera présenté par Florence Duprat à 0h50. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Charles Fitterman, qui est membre du Conseil économique et social. Et puis à 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.